La mise en garde de l'autorité du fleuve Niger contre les risques de graves inondations au Bénin et au Niger, bon nombre de la quasi-totalité du 1,5 million d'habitants de Niamey vivant sur les rives du fleuve refusent de partir. Selon les pompiers, les risques de submersion de l'île sont réels, mais ces habitants grondent et refusent leur évacuation malgré les promesses gouvernementales. Nous ne voulons pas être évacués de notre île vers la terre ferme, parce que nous y vivons depuis toujours. Même nos grands-parents sont nés ici. Par conséquent, nous ne voulons pas partir. Si on nous éloigne du fleuve, nous allons souffrir. Nous restons vigilants, ce sont nos enfants et nos frères qui se sont constitués en brigade pour surveiller la montée des eaux. Nous leur achetons du thé afin qu'ils restent éveillés. À l'aube, ils rentrent se coucher et nous prenons la relève. Le fleuve Niger avait connu au cours des mois d'août et septembre 2012 une crue exceptionnelle dans les secteurs du Niger moyen et inférieur, provoquant de fortes inondations dans la région de Niamey. Cette crue est consécutive à de fortes précipitations enregistrées sur ces deux parties du bassin, notamment au Burkina Faso et au Niger, au Nigeria et au Cameroun, mais également aux transformations de l'état de surface des sols dans la région concernée. Selon le dernier bilan officiel, les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger ont déjà fait 44 morts, dont 17 morts à Niamey et plus de 80 000 sinistrés dans tout le pays. Un paradoxe pour ce pays majoritairement désertique. C'est une première depuis la réforme agraire lancée en 2000 et qui a exproprié les fermiers blancs. D'après le président Robert Mugabe, le Zimbabwe a produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population. Le pays a réussi cette année à être de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une bonne saison des pluies et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture, a déclaré le président zimbabwéen lors de l'ouverture de la session parlementaire à Harare, des propos diversement appréciés des Zimbabwéens. Comme d'habitude, le discours n'a pas vraiment porté sur les problèmes qui affectent le peuple du Zimbabwe. En ce moment même, je pense que tout le monde est conscient de la crise de liquidité, tout le monde est conscient de la pauvreté et ainsi de suite. Et d'entendre le président faire allusion à une reprise de l'économie, je me demande si nous sommes dans le même pays ou non. Il semblerait que le président n'ait pas le sens des réalités. Le président a dit beaucoup de choses, surtout que le peuple manquait de nourriture. Grâce à la sage décision du président d'encourager l'agriculture centralisée, tout le monde est satisfait. Ancien grenier à céréales de l'Afrique australe, le Zimbabwe a vu sa production agricole chuter drastiquement après le lancement en 2000 d'une réforme agraire conduite par Mugabe. Officiellement, il s'agissait alors de corriger les inégalités héritées du passé colonial. Plus de 4000 des 4500 agriculteurs blancs du Zimbabwe ont été expulsés, parfois violemment de leurs terres, redistribués à des Noirs souvent inexpérimentés ou sous-équipés. Cette réforme a plongé le pays dans une profonde crise économique dans laquelle il est toujours englué. La semaine dernière, la Confédération des détaillants du Zimbabwe a mis en garde contre le risque d'une pénurie de produits de base en raison de manque de liquidité. Il convient de rappeler que celle-ci, donc cette commission, a été créée irrégulièrement par la résolution 33-24 du Conseil des droits de l'homme qui a été adoptée par forcing le 30 septembre 2016 malgré le désaccord total avec le gouvernement du Burundi dont la version des faits n'avait pas été tenue en considération avant son adoption. Il s'agissait donc d'une véritable course contre la montre qui couvrait à peine un agenda caché. Les preuves sont désormais réunies que cette commission a été créée en réalité au fin de mettre en marche la Cour pénale internationale contre le Burundi, alors que ce dernier a officiellement signifié son retrait de cette Cour à cause justement de la politisation constatée des rapports sur lesquels elle se base pour s'intéresser à des pays ou en ignorer d'autres. Le gouvernement du Burundi estime que ce rapport est partial, manipulé, orienté politiquement et par conséquent inacceptable. Le gouvernement demande en conséquence au Conseil de sécurité des Nations Unies de n'accorder aucun crédit à ces recommandations
aux allures politiques.